Bonjour, je suis Pascal Chabot, membre du directoire de la Caisse d'épargne Île-de-France. Je suis ravi de vous accueillir ce matin pour cette conférence assez exceptionnelle. Alors, à la Caisse d'épargne, nous avons l'habitude d'organiser des conférences sur des thématiques très très différentes. L'année dernière, en fin d'année, on a traité la croissance externe, qui est un thème d'actualité par rapport à la reprise économique. On a traité aussi des thèmes assez originaux comme la possibilité pour les petites entreprises ainsi que les associations de participer au marché de Paris 2024. Vous savez qu'il y a des marchés assez importants à conquérir pour les petites entreprises et les associations. Et on avait le souci de faciliter ces accès à ces marchés. Aujourd'hui, on est sur une thématique économique, d'actualité. Est-ce que la reprise sera durable? Est-ce que l'inflation est de retour? Est-ce que les taux vont monter? Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on voulait adresser en ce début d'année 2022. Et c'est la raison pour laquelle nous accueillons aujourd'hui Patrick Artus, économiste très bien connu de Natixis, qui va nous éclairer sur ces thématiques. Et pour l'interroger, Gaëtan Huguenet, qui est responsable des clientèles grandes entreprises à la Caisse d'épargne et qui est très au fait à travers le dialogue qu'elle entretient avec les dirigeants sur ces thématiques-là. Et donc, je laisse la parole à Gaëtan pour interroger Patrick Artus. Merci et à bientôt. Au revoir. Bonjour à tous. Bonjour Patrick. Bonjour Gaëtan. Bienvenue. Alors effectivement, nos clients ont vécu une année 2021 assez exceptionnelle, mais on sent que les curseurs sont en train de bouger en 2022. Alors, ils sont assez inquiets. À quoi faut-il s'attendre? Peut-être en commençant par la croissance. Oui, bonjour à tous. C'est un plaisir de parler aux clients de la Caisse d'épargne ce matin. Alors, on parlera bien sûr du problème qui peut-être vous occupe tous le plus aujourd'hui, qui est la question de l'inflation et des taux d'intérêt juste après, hein, avec Gaëtan. Oui. Je crois qu'au début, il faut se rassurer sur les perspectives de croissance. Il n'y a pas en Europe ou en France de signe que nous aurions une mauvaise surprise sur la croissance de 2022. Et je vais assez rapidement vous donner les raisons. En moyenne, et bien sûr il peut y avoir des exceptions dans certains secteurs ou dans certains endroits, la situation financière des entreprises est très bonne. Les taux de marge des entreprises sont les plus hauts depuis la Seconde Guerre mondiale, ce qui est quand même impressionnant en sortie de crise, quoi, je veux dire. Peut-être Patrick sur ce point. Oui. Alors globalement, oui, les marges sont bonnes, mais est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de disparités, oui, notamment en fonction de certains secteurs? Oui, alors évidemment, il y a les secteurs qu'on connaît qui sont toujours en difficulté, l'événementiel, la restauration, l'hôtellerie, une partie du tourisme, le transport aérien, donc évidemment, il reste des secteurs en difficulté. Mais quand vous prenez l'ensemble des entreprises, un chiffre quand même qui est impressionnant, on a 2 fois moins de faillites en tribunal de commerce qu'en 2019, qui était pourtant une très bonne année. Donc c'est quand même, voilà. Et on a beaucoup parlé de la dette, alors il y a les PGE, etc. Mais quand vous faites la dette nette des réserves de cash des entreprises, elle est plus basse qu'avant la Covid. Les entreprises ont davantage accumulé de trésorerie qu'elles n'ont pris de dette nouvelle. Second sujet, on a une politique budgétaire qui va rester une politique de soutien. Quand vous ajoutez le budget de l'État français et ce qui va venir de Bruxelles, avec Next Generation EU, on n'a pas de restrictions dans la dépense publique, dans les plans d'investissement, dans les grands secteurs nouveaux. On a eu l'annonce du plan sur les semi-conducteurs, mais il y a aussi l'hydrogène, la batterie électrique, etc., la transformation de l'industrie automobile. Politique monétaire, on en parlera après, mais mon sentiment est qu'elle va rester extrêmement positive du point de vue de la croissance économique. Et l'environnement international est assez bon. Le commerce mondial n'a jamais autant augmenté. Il a augmenté de presque 10% en volume sur un an. Donc honnêtement, il n'y a pas de facteur de freinage massif de la croissance française ou européenne, ce qui n'est pas la même chose partout. Si on prend 10 secondes sur les États-Unis, aux États-Unis, il y a une réduction gigantesque du déficit public. On sait que les ménages américains qui recevaient de l'argent pour leurs enfants, etc., ou les PME américaines qui recevaient de l'argent fédéral, tout ça s'est arrêté à la fin de l'année dernière. Et donc là, il y a un vrai choc, mais il n'y a absolument pas l'équivalent en Europe. Donc je pense qu'il faut rester sur l'idée qu'on va avoir une croissance de l'ordre de 4% en France en 2022, c'est-à-dire très au-dessus de la croissance de long terme. Et donc on continue, voilà, et qu'à la fin de l'année, on va plus. Alors, on est déjà au-dessus du niveau de PIB que d'avant la crise. À la fin de 2021, on est un peu moins de 1% en production au-dessus du niveau de la fin de 2019. Mais on est encore très en retrait par rapport au niveau de PIB, de production qu'on aurait eu s'il n'y avait pas eu la crise.
Et à la fin de 2022, on va vraiment être près du niveau de production qu'on aurait eu s'il n'y avait pas eu la crise. Donc à la fin de cette année, on devrait avoir une économie à peu près normale de ce point de vue-là. Alors dernier point, Gaëtan, j'ai oublié de le dire, on est tous impressionnés par les créations d'emplois. Alors vous y contribuez tous. Hein. On a créé plus de 500 000 emplois dans le secteur privé en France en 2021. C'est beaucoup plus que ce que les plus optimistes imaginaient. On se gratte la tête. Alors les économistes se grattent la tête pour comprendre pourquoi il y a tant d'emplois créés. Vous voyez, on est dans l'autre sens de la problématique habituelle. Alors certes, il reste 8% de taux de chômage, hein, et donc il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais on a comme un dynamisme du marché du travail qui est impressionnant, évidemment, qui crée du pouvoir d'achat et de la confiance. Enfin, voilà. Donc honnêtement, à ce stade, je ne vois pas de raison de réviser à la baisse ce que tout le monde attend pour la croissance de 2022. D'accord. Mais sur le terrain, il y a des inquiétudes, notamment vous parliez de l'emploi. On a, malgré on n'est pas en situation de plein emploi en France, mais on voit bien qu'il y a une inadéquation structurelle entre nos entreprises qui recherchent des profils et l'absence de profils. Donc est-ce que ça ne va pas alimenter des tensions inflationnistes qu'on commence à craindre aujourd'hui? Oui, alors d'abord, c'est une très très intéressante question. Hein. On a presque 3% d'inflation en France et on va sans doute aller à 3% d'inflation. Oui. Hein. Alors c'est beaucoup moins qu'en Europe. Hein. En Europe, on est à 5 et on va sans doute aller un petit peu au-dessus de 5. C'est beaucoup moins qu'aux États-Unis où on est à 7. Beaucoup moins qu'au Royaume-Uni où on va aller à 7 et beaucoup moins que dans les pays baltes où on est à 12. Hein. Donc, alors, juste l'explication du fait qu'il y a beaucoup moins d'inflation en France qu'ailleurs, ça s'appelle l'énergie nucléaire. Quoi, hein. Donc on a pu casser, en fait, limiter la hausse des prix de l'énergie, ce qui n'a pas été possible dans les autres pays qui n'avaient pas de nucléaire. Oui. Hein. Donc c'est vraiment ça l'essentiel de l'explication. Alors, oui, vous avez raison, Gaëtan, il y a un vrai sujet. Alors, quand on parle aux chefs d'entreprise, j'imagine que c'est la même chose pour les entreprises avec lesquelles vous travaillez, et qu'on leur demande quel est votre problème numéro 1, la réponse est en général, je n'arrive pas à embaucher. Alors, nous, économistes, alors on voit ça dans les enquêtes. Il y a une enquête qui est faite dans tous les pays européens par la Commission. On demande aux entreprises, est-ce que vous avez des problèmes de recrutement? On est à des niveaux jamais atteints sur les problèmes de recrutement, et dans tous les secteurs. Hein, c'est partout, hein, c'est absolument partout. Et pourtant, on n'a jamais créé autant d'emplois. Hein, donc il y a une espèce de... Alors qu'aux États-Unis, on voit bien, il y a le même problème de recrutement et ça freine l'emploi. Oui. Tandis qu'en France, on ne voit pas du tout de frein. On a créé plus d'emplois que ce que les plus optimistes attendaient à nouveau. Donc je crois qu'en réalité, vous, chef d'entreprise, vous vous adaptez. C'est-à-dire que ce n'est pas facile de recruter. Il faut sans doute accepter des profils moins qualifiés, moins directement employables. Il va falloir faire plus de formation dans l'entreprise. Et je crois que vous embauchez quand même. Donc je ne suis pas sûr que ça freine vraiment à la fin l'emploi. Ça crée une difficulté, mais on n'a pas de signe à nouveau. Les chiffres de l'emploi sont au-dessus de toutes les attentes. Quoi. Donc on n'a pas l'impression que ça freine vraiment l'emploi. Ça rend le processus d'embauche plus compliqué, sûrement plus coûteux, plus pénible. Il faut passer plus de temps avec les nouveaux embauchés pour les former. Mais... Alors la question que vous posez après, elle est très intéressante. C'est est-ce que cette difficulté à embaucher va faire monter les salaires? Alors, quand on regarde tous les accords de salaire qui ont été signés à ce jour, pour 2022, hein, donc ce n'est pas rétrospectif, hein, on est à peu près à 2,5% de hausse des salaires en France. Et il y a une enquête qui a été faite hier, je crois, ou avant-hier, où on demande aux dirigeants de PME qu'est-ce que vous allez faire sur les salaires, et plus de 60% d'entre eux répondent la même chose que l'année dernière. Hein. Donc on n'est pas dans une forte accélération des salaires en France, on n'est pas du tout aux États-Unis. Alors la différence, c'est que quand vous regardez la population active, c'est-à-dire les gens qui se présentent sur le marché du travail, il y a eu un grand recul aux États-Unis, ce qu'on appelait the Great Resignation, la grande démission. Oui. Alors ça se corrige un peu, mais il reste quand même 3 millions d'Américains qui ont disparu du marché du travail. Et en France, c'est dans l'autre sens. Il y a plus de Français sur le marché du travail cherchant un emploi aujourd'hui ou ayant un emploi qu'avant la Covid. Hein, on a ce qu'on appelle le taux de participation, c'est la proportion des personnes de 20 à 64 ans qui soit ont un emploi, soit cherchent un emploi. Le taux de participation est plus élevé en France et en Europe d'ailleurs aujourd'hui qu'en 2019. Hein. Alors qu'aux États-Unis, il est nettement plus bas. Donc on n'a pas de... En réalité, on n'a pas globalement de problème de ressources en emploi et il y a un problème d'allocation. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a vu, dans les enquêtes, il y a 60% des salariés qui disent qu'ils envisagent de changer de secteur d'activité. Oui. Donc ce qu'on a vu, c'est un énorme mouvement de réallocation
Donc j'étais dans un restaurant, j'ai plus du tout envie d'être dans un restaurant, je veux travailler dans un bureau, voilà. Donc, alors ça crée une grosse friction. Mais on n'a pas le sujet américain qui est que les gens ont disparu. Quoi. Je veux dire, ils restent chez eux, ils ne veulent plus travailler. Ça, on n'a pas ça, au contraire. Hein. On a au contraire plus de personnes qui cherchent à avoir un emploi qu'avant la Covid. D'accord. Alors, on comprend bien, on est plutôt rassuré sur le plan de l'emploi. Et quid de la hausse des matières premières? Parce qu'on a des clients qui nous regardent, qui sont des entreprises, mais on a aussi des acteurs publics, des acteurs du logement social, des associations. Et un acteur public nous disait il y a peu de temps que maintenant, quand il lance des appels d'offres, alors qu'avant il y avait pléthore de réponses, aujourd'hui il n'y a plus de réponses. Alors peut-être parce que les sous-traitants ont du mal à recruter, mais peut-être aussi parce qu'il y a la hausse des matières premières. Donc du coup, voilà, quid de la hausse des matières premières? Ça, c'est un gros sujet, Patrick. Alors, il y a deux sujets importants. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le scénario le plus raisonnable, c'est un scénario où l'inflation va reculer. Oui. Et alors, la France, à nouveau, il n'y a pas un énorme problème d'inflation, puisqu'on va monter à 3, etc. La zone euro, on va monter probablement pas loin de 5,5. Si on restait à 5,5, évidemment, la Banque Centrale Européenne, on en parlera sûrement après, devrait faire quelque chose d'assez violent. Mais nous pensons tous, pour l'instant, dans le monde des économistes, ou à la Banque Centrale Européenne, ou dans les gouvernements, qu'à la fin de cette année, on aura une inflation de l'ordre de 2%, donc qui sera à nouveau acceptable pour la Banque Centrale Européenne, et que l'année prochaine, 2023, on sera en dessous de 2%. Ce qui, évidemment, calme le jeu. On parlera des taux sûrement après. Alors, cependant, il faut se rendre compte qu'on est dans un monde qui est quand même un monde de... Alors, le problème, c'est le niveau et croissance. Quoi. Les niveaux des prix des matières premières, au sens très large, vont rester élevés. Alors, vous avez là le pétrole et le gaz, et vous voyez la marche depuis 2020, on est à plus de 90 $ sur le pétrole, on a un prix du gaz qui a doublé. Ils vont probablement, ces prix, pu monter beaucoup, mais ils ne vont pas non plus descendre beaucoup parce qu'il y a une très forte demande d'énergie. Si vous regardez alors les semi-conducteurs, vous voyez la ligne rouge, alors on n'est plus au niveau du pic, on a quand même pas mal baissé, mais ça reste quand même extrêmement cher, avec des raretés. Même si on a d'énormes investissements, il y a presque 200 milliards de dollars d'investissements qui étaient annoncés par les constructeurs, TSMC, Intel, etc. Et puis vous voyez en bas le prix du transport maritime. Alors il a baissé, mais il est encore nettement plus cher qu'avant la Covid. Et il y a toujours une rareté, qui est d'ailleurs une rareté qui n'est pas tellement une rareté de bateaux, c'est une rareté de l'accès au port. Les bateaux ont des temps d'attente, en particulier en Californie, qui sont anormaux. Voilà. Et puis on pourrait continuer. Alors les métaux, évidemment, on a des métaux dont les prix montent de façon extravagante. Et c'est les métaux qui servent à la transition énergétique, quoi. Le cuivre, le nickel, le cobalt, le lithium, les terres rares, etc. Donc on va rester dans un monde de matières premières chères, mais notre point est de dire, en gros, avec des prix qui vont rester élevés, mais qui vont se stabiliser à un niveau élevé. Et donc quand vous allez regarder, les prix vont rester élevés, mais quand même dans la seconde moitié de cette année, les prix ne sont pas plus élevés qu'un an avant, quoi. Et donc la contribution des matières premières au sens large, y compris le transport maritime, etc., ou les fret aériens, qui est très cher aussi, à l'inflation devrait tomber vers zéro. Et donc à ce moment-là, l'inflation, c'est uniquement ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, celle qui ne vient pas... Et l'inflation sous-jacente de la zone euro, aujourd'hui, elle est de 2,3. Donc, elle est plutôt, et elle descend. Il y a un mois, c'était 2,9. Donc voilà. Donc moi, je pense que pour l'instant, le scénario le plus vraisemblable en Europe, c'est un scénario où l'inflation redescend au niveau de l'objectif de la Banque centrale à la fin de l'année. Mais vos clients doivent savoir que probablement les prix des matières premières vont rester élevés parce qu'il y a un phénomène. Dans l'énergie, il y a beaucoup de demandes d'énergie et on investit beaucoup moins, parce que plus personne veut financer du pétrole, du gaz, du charbon, alors que la demande reste forte, que la transition énergétique, ça prend énormément de temps. Et deuxièmement, parce que toute la transition énergétique consomme énormément d'un certain nombre de matières premières dont les prix vont rester extrêmement élevés. Alors, on voit que nos clients sont très sensibles à la transition énergétique, ont prévu et font déjà des investissements lourds en la matière. Est-ce que ça ne va pas, Patrick, contribuer à alimenter une inflation durable, cette transition écologique? C'est une question dont moi, je travaille beaucoup là-dessus et c'est une question qui est assez mal abordée. Alors, on sait que la transition va nécessiter d'énormes investissements. Il y a des estimations qui sont maintenant assez consensuelles, qui disent qu'il va falloir augmenter l'investissement dans un pays comme la France de l'ordre de 100 milliards d'euros, à peu près 4 points de PIB, chaque année pendant 30 ans.
Alors en gros, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a la production d'énergie renouvelable et le stockage, par exemple toute la filière d'hydrogène vert, hein, que vous connaissez bien. Il y a tous les réseaux, hein, le grid électrique. Quand vous faites du renouvelable, il faut aller chercher le vent ou le soleil là où il y en a. Donc il faut connecter tous les réseaux en Europe. Enfin, donc voilà. Et puis revenons à notre point d'avant, ça consomme du cuivre et de l'aluminium, hein, parce qu'il faut quand même transporter l'électricité. Il y a évidemment tout ce qui est décarbonation de l'industrie, du transport, et puis il y a l'isolation thermique des logements et des bâtiments. Tout ça, ça fait 4 points de PIB, hein, 100 milliards d'euros d'investissement. Le problème, c'est qu'un certain nombre de ces investissements ont des rentabilités financières extrêmement faibles. Si vous êtes un sidérurgiste, on a ce qui se passe à Dunkerque aujourd'hui avec Arcelor, par exemple, vous allez remplacer vos fours qui marchent au fioul par des fours électriques qui marcheront à l'hydrogène. Hein. Et à la fin, vous produisez la même quantité d'acier, sauf que vous avez mis des milliards d'euros d'investissement pour changer l'origine de l'énergie. Mais sans aucun effet sur vos profits. Et voilà, il faut donner plein d'autres exemples de ce type. La rentabilité financière pure de l'isolation des logements anciens, elle est très très faible, c'est 1 à 2%. Quoi. Donc on a beaucoup d'investissements à faire, dont certains ont des rentabilités extrêmement faibles. Alors ça pose énormément de problèmes. C'est que d'abord, il va falloir sans doute que l'État aide beaucoup de ces investissements. On voit qu'il y a des cofinancements dans la batterie, dans l'hydrogène, dans la rénovation de l'industrie, dans l'automobile, etc. Et puis, ça se passe d'autant mieux que les taux d'intérêt sont très bas. C'est sans doute une introduction sur le suite de notre discussion. Parce que si les taux d'intérêt sont entre 0 et 1, c'est pas très grave de faire des investissements. Si les taux d'intérêt sont à 5, on est dans une histoire différente. Donc, en fait, c'est une très grosse pression aussi sur la Banque centrale européenne. Parce que cette masse d'investissement ne se fera pas si les taux d'intérêt remontent beaucoup. Et puis, le second point sur la transition, alors qui est plus un point pour les politiques publiques, c'est que on sait que le prix de l'énergie va être beaucoup plus élevé. Alors on le voit déjà sur les énergies fossiles, mais ça sera vrai sur les énergies renouvelables. C'est à cause de l'intermittence, hein, il faut payer des coûts de stockage. Vous savez que l'hydrogène vert, on a une rentabilité énergétique qui est aujourd'hui de 30%. On pense qu'elle sera de 40% dans le futur. Donc quand vous mettez 100 d'électricité pour hydrolyser de l'eau et fabriquer de l'hydrogène, vous récupérez en sortie 40 d'électricité. Hein. Donc tout ça est très coûteux. Et ça pose un problème d'inégalité sociale, hein, puisque vous savez que plus un ménage a un revenu faible, plus il consacre une partie importante de son revenu à acheter de l'énergie. Et d'où, et je finis là-dessus, le dernier sujet, c'est que tout ça va être un poids colossal sur les finances publiques. Il va falloir... ça ne sera pas une prime de 100 euros, quoi, je veux dire. Il va falloir beaucoup soutenir les ménages pour qu'ils puissent acheter de l'énergie. On pense qu'il y aura des millions de Français qui seront ce qu'on appelle en grande difficulté, enfin, c'est des problèmes d'énergie. Hein. Et puis, il va falloir que l'État mette des milliards d'euros dans un certain nombre de filières industrielles. Hein, et donc, les finances publiques vont devoir supporter une charge incroyable, alors que déjà, on a 116% de dette par rapport au PIB. Donc, il y a un gros poids. Donc, si vous rencontrez un candidat à la présidentielle, demandez-lui comment il compte faire. Quoi, parce que s'il faut mettre des... On a calculé récemment, par exemple, que il y a un point aussi, vous avez peut-être lu l'article de Carlos Tavares il y a quelques jours dans Les Échos, les voitures électriques sont beaucoup plus chères que les voitures thermiques. Et donc si l'État maintient ses aides à l'achat de voitures électriques au niveau actuel, quand toutes les voitures seront électriques, ça lui coûtera 1 point de PIB par an uniquement d'aide à la voiture. Quoi. Donc vous voyez, il va y avoir un énorme problème de finances publiques et il faut vraiment, faut aujourd'hui que les États nous disent comment ils vont faire. Alors comment vont-ils faire? Alors là, je peux vous donner une conviction personnelle qui est malheureuse, qui est que je ne vois pas comment on va échapper à une remontée de la pression fiscale. Qui a commencé dans certains pays, regardez le Royaume-Uni par exemple. Donc je ne vois pas comment les États vont s'en tirer sans lever plus d'impôts. Parce que la pression à nouveau sur la dépense publique va être colossale. Alors tout va dépendre, vous le disiez, de l'accompagnement des banquiers centraux en fait. Et donc on a du mal à lire entre les lignes, hein, comme d'habitude. La BCE, que va-t-elle faire? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point en fait? Alors je voudrais d'abord commencer par dire qu'il faut éviter de confondre les États-Unis et l'Europe. Donc si vous fermez vos yeux, parce qu'il faut que je tourne pas mal, je vais vraiment vous montrer un graphique qui est celui-là. Ce que vous voyez, la ligne fine en haut, c'est l'évolution de la population active en France. Donc c'est ce dont on parlait avant. Hein, on n'a pas encore définitivement le 4e trimestre, mais ça continue à monter de façon assez forte. Hein. Et donc on a, vous voyez, une population active, c'est le nombre de personnes qui sont sur le marché du travail. Hein, alors
une partie sont chômeurs et cherchent de l'emploi et les autres ont un emploi, vous voyez, qui est plus élevé qu'avant la Covid. C'est ce que je dis. Et puis vous voyez la ligne rouge, c'est les États-Unis, et vous voyez que c'est incroyablement plus bas qu'avant la Covid. Hein. Oui. C'est cette fameuse grande démission. Grande démission. Voilà. Et ça crée une très grande asymétrie. Alors sur l'inflation, même si vous enlevez les matières premières, hein, on a une inflation sous-jacente en Europe, donc hors matières premières, qui est juste au-dessus de 2%. Aux États-Unis, elle est au-dessus de 5%, l'inflation sous-jacente. Donc on n'est pas dans le même monde. Hein. Donc la Réserve fédérale et la BCE ne vont pas du tout faire la même chose. La Réserve fédérale est obligée de passer assez vite à une politique monétaire beaucoup plus restrictive. Alors on peut se battre pour savoir s'ils vont monter 4 ou 5 fois les taux cette année, et ils vont très certainement commencer, à partir du printemps de cette année, à baisser la taille de leur bilan, c'est-à-dire à revendre des obligations. Hein. Mais vous voyez, ils sont dans cette situation où il y a une inflation qui est de la vraie inflation. C'est une inflation qui vient de la rareté du travail. Oui. Hein. Il y a certains secteurs d'activité aux États-Unis où les salaires ont augmenté de 20%. Hein. Alors à la moyenne, ça fait 4,5-5, mais dans certains endroits, c'est 20. Quoi. Donc il y a un vrai problème de... Nous n'avons pas du tout ça. Vous voyez, si vous voulez, la zone euro en bleu. Voilà. Et donc il n'y a pas du tout la même pression sur la BCE. De nouveau, la BCE peut crédiblement aujourd'hui continuer à défendre l'idée qu'à la fin de cette année, l'inflation revient en dessous de 2%. Hein. Et l'inflation sous-jacente est à peine supérieure à 2% déjà aujourd'hui. Donc je pense que la BCE va être extraordinairement prudente. Alors cela étant, à l'intérieur de la BCE, il y a des gouverneurs, donc des pays qui ont des vues beaucoup plus raides. On sait que les Hollandais, traditionnellement, n'aiment pas du tout l'inflation. Mais donc la BCE est obligée d'avoir un discours assez ambigu. Je pense que les marchés ont été très effrayés par la dernière communication de Christine Lagarde. Et alors, si j'avance encore un petit peu, ce que vous avez là, c'est l'anticipation des taux d'intérêt à court terme en Europe dans le futur. Hein. Donc vous avez en rouge à la fin de cette année, donc là vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose. Peut-être le marché commence à anticiper une hausse, mais vous voyez, après, ça monte beaucoup. Quoi. Donc les marchés anticipent une BCE qui va pas mal monter les taux, alors même si on reste à des niveaux de taux extrêmement bas, mais on part de moins 0,5. Hein. Va pas mal monter les taux en 2023 et encore un peu en 2024. Alors, deux choses. Un, c'est même pas complètement sûr qu'il se passe ça. Parce que vous avez vu que depuis une semaine, hein, les marchés commencent à être extrêmement inquiets et même certains parlent de 2 hausses des taux cette année, ce qui est totalement déraisonnable. La BCE ne va pas monter les taux au mois de juin. Oui, on parle de 2 fois 25. Non, mais c'est complètement déraisonnable. C'est la probabilité de 0 qu'il y ait 2 hausses de taux cette année. D'accord. Mais on a vu que quand il y avait une hausse des taux d'intérêt en Allemagne, parce que les taux allemands sont maintenant à peu près à 20 points de base, hein, ça faisait monter considérablement les taux d'intérêt de la périphérie. Hein. La Grèce est à 2,50, l'Italie est presque à 2. Et là, on a une limite complète à l'action de la BCE qu'on ne peut pas faire monter davantage les taux de la Grèce et de l'Italie sans prendre le risque d'une crise à nouveau dans ces pays. L'Italie n'a aucune croissance de long terme. La croissance potentielle de l'Italie est de 0. Hein. Donc 2, c'est la limite au-delà de laquelle on met l'Italie en danger. Et la BCE ne mettra pas l'Italie en danger. Donc ça, c'est un facteur de stabilisation. Et puis deuxièmement, à nouveau, l'inflation va repasser en dessous de 2%. Dans un environnement où il y a beaucoup de dettes et où la BCE veut favoriser la transition énergétique. Hein, elle sait que c'est lié, on le disait avant, à des taux d'intérêt bas. Donc honnêtement, ça, c'est probablement le pire qu'on puisse anticiper. Ce qui veut dire que si vous prenez un taux à 10 ans en France, hein, on est à 70 points de base à peu près ce matin, ça va sans doute rebaisser dans les prochaines semaines parce que le marché a été trop vite et à nouveau anticipe des hausses de taux en 2022 qui n'auront pas lieu. Et ensuite, ça va sans doute remonter. Mais c'est quoi la valeur limite du taux à 10 ans en France? C'est probablement autour de 1%. Hein, donc si je dois faire un scénario de taux d'intérêt à long terme en France qui peut intéresser vos clients sur leur programme de financement, là on est trop haut. Donc dans les prochaines semaines, ça va rebaisser assez significativement. Il y aura un point bas probablement vers l'été, le milieu de cette année. Et après, on va repartir à nouveau sur une tendance de hausse, mais qui va se terminer fin 2023 autour de 1%. Hein, donc, alors, est-ce qu'on peut se tromper? On peut toujours se tromper. S'il y a une guerre en Ukraine, évidemment, il se passera des choses terribles sur les prix du gaz et sur l'économie européenne. Donc on espère que ceci ne se produira pas.
Et puis, il peut y avoir une crise sociale qui ferait que les salaires se mettent à accélérer beaucoup. Et il y a beaucoup de protestations autour des salaires, dans les entreprises qui gagnent beaucoup d'argent et qui ont assez peu augmenté leurs salaires. Et pour l'instant, ça n'a pas conduit, à nouveau, on est à 2,5 sur la hausse de salaire en moyenne. Compte tenu des gains de productivité, ce n'est pas inflationniste. Mais il peut y avoir une grosse tension sociale qui amène des hausses de salaire plus fortes. Pour l'instant, on ne le voit pas, mais c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Pour l'instant, avec ce que nous savons aujourd'hui, le scénario le plus vraisemblable, c'est que les marchés ont surréagi et qu'ils vont se corriger. Donc on va avoir une redescente des taux, et puis ensuite on va vers cette évolution structurelle, vers des taux qui resteront extrêmement modérés, parce qu'à nouveau, l'Europe n'a pas les moyens d'avoir des taux élevés. Ça tuerait la transition énergétique et ça redéclencherait une crise des pays périphériques. Alors vous nous rassurez, parce qu'effectivement, on craint toujours, comme vous le savez, que ce qui arrive aux États-Unis, donc à savoir la hausse des taux, nous arrive avec un petit peu de décalage temporel en Europe. Donc merci pour cet éclairage. Alors il faut savoir que vous savez que la corrélation entre les taux américains et les taux européens est devenue très très faible. D'accord. Et elle est devenue très faible parce qu'en fait, les banques centrales, dans le monde contemporain, contrôlent aussi les taux d'intérêt à long terme. Donc la BCE achète des obligations, pilote le rythme de ses achats d'obligations, et éventuellement, si ça allait très mal, pourrait le réaugmenter. Et il garde une flexibilité. Et donc les taux d'intérêt à long terme, ce n'est plus vraiment des prix de marché. Ils sont quand même relativement fortement contrôlés par les banques centrales. Et du coup, comme ils sont contrôlés par les banques centrales, cette forte corrélation traditionnelle qu'on avait entre les taux américains et les taux européens, elle a beaucoup baissé. Elle a beaucoup baissé. Donc la hause des taux qu'on a vue en Europe, à nouveau le 10 ans français qui est passé de 0 à 70 points de base, c'est quand même un phénomène essentiellement européen. C'est parce parce que certains pensent que la BCE... Je pense à nouveau que la communication de Christine Lagarde a été un peu malheureuse, parce qu'on ne sait plus si elle est dure ou pas. Elle a dit les deux. Donc, et je crois que ça reflète les débats dans son conseil. Mais du coup, la version de marché, ça a été la version dure. Et ce n'est pas à cause des taux américains. Je veux dire, c'est vraiment parce qu'on a des inquiétudes. Certains ont des inquiétudes sur la BCE. Moi, je parle à des clients plutôt dans le monde des hedge funds, enfin des gens un peu agressifs, qui sont en train de jouer une BCE très agressive parce qu'ils ont besoin de s'amuser avec quelque chose, d'un certain point de vue. Mais ça va se corriger parce que je pense qu'assez vite, la BCE va repasser un message disant mais il n'est pas question qu'on prenne des risques avec les taux d'intérêt des pays périphériques. Et puis Christine Lagarde au Parlement européen a dit non mais on m'a mal compris, toutes nos actions seront extrêmement lentes et prudentes. Enfin, donc vous verrez que la BCE va recommuniquer en disant mais attendez, il ne faut pas paniquer. Enfin, voilà, donc assez probablement, donc si vous voulez émettre, attendez 15 jours. Quoi, je veux dire, il est urgent d'attendre. Alors, Patrick, quand on a préparé ce webinaire, j'étais assez intéressée par votre vision de l'évolution des taux d'intérêt réels, net de l'inflation. Est-ce que vous pouvez développer ce point qui est vraiment intéressant? Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et souvent on fait la confusion entre les taux d'intérêt nominaux et les taux d'intérêt réels. Et donc, je crois qu'il faut comprendre que on est dans un monde assez bizarre où les taux d'intérêt nominaux, bien sûr quand il y a de l'inflation, les taux d'intérêt nominaux ils augmentent, mais ils augmentent moins que l'inflation. Et donc, vous voyez la France, quoi. On est passé de taux d'intérêt qui étaient à moins 20 points de base avec une inflation qui était à 0, à des taux d'intérêt qui sont à 70 points de base, mais qui vont sans doute redescendre vers 40, avec une inflation qui est à 3. Voilà. Donc on a une indexation qui est de l'ordre d'un tiers des taux à l'inflation. Alors ça, c'est une situation qui est extrêmement bizarre, parce que vous voyez, ce qui rend cette situation extrêmement bizarre, c'est que si une banque centrale veut vraiment lutter contre l'inflation, quand il y a de l'inflation, elle doit monter les taux d'intérêt réels. C'est les taux d'intérêt réels qui ont un effet sur l'investissement, etc. Et qui vont freiner la demande. Si la Banque centrale monte ses taux d'intérêt moins que l'inflation, quand il y a de l'inflation, les taux d'intérêt réels diminuent et au contraire, ça continue à stimuler l'économie. Donc on est bien dans cet environnement-là. Et c'est un truc assez bizarre, parce que beaucoup d'investisseurs pensent que les banques centrales ont envie de se battre contre l'inflation. Mais si les banques centrales voulaient vraiment se battre contre l'inflation, il faudrait qu'elles montent beaucoup plus les taux. En Europe, il faudrait être au-dessus de 5. Sur les taux, et on est à moins 0,50, et le 10 ans européen est à 1 à peu près. Et aux États-Unis, il faudrait être au-dessus de 7 sur les taux. On est très loin. Et donc, les banques centrales ne le font pas du tout. Donc, en réalité,
ce n'est pas vrai que les banques centrales luttent contre l'inflation. Elles font semblant de lutter contre l'inflation pour qu'on ne puisse pas leur reprocher d'avoir rien fait. Mais dans la réalité, elles acceptent que l'inflation va se baisser les taux d'intérêt réels. Alors c'est extrêmement intéressant parce que d'abord, ça montre que en réalité, si l'inflation rebaisse, ce n'est pas à cause de l'action des banques centrales, c'est parce que les salaires n'explosent pas et parce que les prix des matières premières se stabilisent. Tout ce que vous nous avez expliqué. Oui, mais ce n'est pas du tout parce que les banques centrales luttent contre l'inflation. Paul Volcker, qui devient président de la Réserve fédérale en 1981, il monte le taux d'intérêt aux États-Unis à 20%. 20%. Et alors là, en 2 ans, l'inflation passe de 12 à 3 au prix d'une récession monstrueuse. Et alors on a calculé en Europe que si on voulait faire ça, c'est-à-dire si on voulait vraiment que la Banque centrale contrôle l'inflation, il faudrait accepter un taux de chômage européen qui repasserait au-dessus de 10%. Donc évidemment, personne ne fera ça. Donc il faut bien comprendre qu'en réalité, les banques centrales font semblant simplement de lutter contre l'inflation. Alors c'est extrêmement interpellant parce que beaucoup de personnes se disent « mais comment je me protège contre la hausse de l'inflation ou des taux d'intérêt ?» Et donc il faut prendre en compte que malgré la hausse de l'inflation, on va rester dans un monde de taux d'intérêt réels négatifs. Et même aujourd'hui, c'est complètement aberrant puisque vous avez des taux... un taux européen à 10 ans à 1, une inflation à 5, donc les taux sont à moins 4. Mais même à la fin de l'année, on aura des taux européens qui ne seront pas plus élevés qu'aujourd'hui et on aura une inflation européenne à 2. Donc on sera toujours dans un monde de taux d'intérêt réels négatifs. Et dans un monde de taux d'intérêt réels négatifs, il n'y a pas de raison de décourager les investissements. Et 2, il n'y a pas de raison que ça fasse reculer les prix de l'immobilier, les prix des infrastructures, les cours boursiers, parce que tout ça est très très bon pour l'ensemble des actifs. Donc il faut voir, si vous voulez, il y a des gens qui croient qu'on est revenu aux années 80. Mais dans les années 80, les banques centrales étaient incroyablement brutales. Elles prenaient le risque de tuer complètement la croissance économique en montant les taux d'intérêt plus que l'inflation. Mais aujourd'hui, non. Donc, donc il faut on reste dans ce monde de taux d'intérêt réels négatifs et de taux d'intérêt qui sont beaucoup plus bas que les taux de croissance. Je prends 10 secondes. Prenez la France. Quand vous regardez la croissance de long terme en valeur, c'est à peu près 3,5. C'est 2 d'inflation et 1,5 en réel. Tant que les taux d'intérêt sont en dessous de 3,5, on est à 0,7, donc on est à des années-lumière d'être à 3,5, les taux d'endettement, par exemple, ils descendent tout seuls. Et donc vous avez des propriétés extrêmement bizarres du monde où les taux d'intérêt sont plus bas que les taux de croissance, mais on va rester complètement dans ce monde. Alors, est-ce qu'on peut justement creuser ce point pour nos clients? Parce qu'on comprend bien qu'au niveau macroéconomique, donc la hausse des taux d'intérêt est complètement pondérée par l'inflation au niveau global. Mais on voit bien que ce n'est pas forcément valable pour tous les acteurs économiques. Ça dépend de leur pricing power, c'est-à-dire de leur capacité à répercuter les hausses des matières premières dans leur propre prix de vente. Alors est-ce qu'on ne va pas vers une inégalité croissante entre les acteurs économiques, ceux qui vont pouvoir répercuter l'inflation dans leur prix et les autres? Alors pour les autres, c'est la double peine, Patrick, parce qu'ils vont se prendre la hausse des taux d'intérêt plus la hausse de leur coût d'approvisionnement dans leur bilan. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet très micro, en fait? Non, mais c'est très important. D'abord, au niveau global, j'ai dit tout à l'heure, les taux de marge bénéficiaire des entreprises sont les plus élevés jamais observés. Au 3e et au 4e trimestre 2021, en France, on bat le record historique des taux de marge bénéficiaire. Donc globalement, il n'y a pas eu de diminution des résultats, des diminutions des profits à cause des hausses des prix des matières premières ou des problèmes d'approvisionnement. Alors vous avez parfaitement raison. La grille de lecture aujourd'hui des entreprises, pour savoir si elles vont se comporter bien ou moins bien, c'est vraiment cette grille de pricing power. Est-ce qu'on est capable de passer dans les prix de vente les hausses de coûts? Et alors là, il y a des grosses inégalités sectorielles, effectivement. Alors c'est un peu tôt pour avoir des résultats définitifs, mais on voit déjà que, par exemple, dans le secteur des biens intermédiaires, on voit des hausses de prix, de vente qui sont assez importantes. Alors l'industrie, globalement, a l'air de pouvoir passer, puisque quand vous regardez les prix de vente de l'industrie, ils ont beaucoup augmenté. Donc on a l'impression qu'assez globalement, l'industrie, on a vu des exemples de grandes entreprises dans les biens intermédiaires qui montaient énormément leurs tarifs.
La pharma, évidemment, aussi a passé des hausses de prix. L'automobile, ça peut être plus surprenant, a beaucoup augmenté ses marges bénéficiaires. Il y a des, et puis, évidemment, l'électronique aussi. Et puis, il y a des secteurs où c'est plus compliqué, les services à la personne, la distribution, etc. Et là, on a de la compression des marges. Oui, et au-delà des secteurs, il y a la taille des acteurs, en fait. Alors après, les grands peuvent, les petits peut-être évidemment, moins. il y a quelque chose, il y a la situation concurrentielle du marché. Si on a une position un peu dominante, comme les grandes centrales d'achat, de la grande distribution, ça va. Si on n'a pas de position dominante, c'est plus compliqué. Et ça fait aussi une grosse différence entre l'Europe et les États-Unis, parce qu'aux États-Unis, curieusement, par rapport à ce qu'on pourrait penser, aux États-Unis, il y a beaucoup moins de concurrence qu'en Europe. Le marché américain est un marché peu concurrentiel, d'abord pour des raisons de taille géographique, il y a des gens qui localement sont très dominants, puis parce que les autorités de la concurrence américaine ont privilégié la constitution de grandes entreprises, alors qu'en Europe, on a une concurrence qui est beaucoup plus stricte. Donc en fait, aux États-Unis, on a aujourd'hui une explosion des marges bénéficiaires à peu près dans tous les secteurs. Et avec des histoires assez amusantes, comme par exemple les prix des voitures d'occasion ont explosé, parce que les vendeurs de voitures d'occasion, profitant de ce que c'est compliqué de se faire livrer une voiture neuve, ont multiplié par 3 le prix des voitures d'occasion. Donc on a, mais même en Europe, à nouveau, oui voilà. Donc vous avez parfaitement raison. Au niveau global, il n'y a pas de problème. Sinon on verrait baisser les taux de marge, c'est pas ce qu'on voit. Et puis, il y a une grande dispersion en fonction de la taille, de l'organisation du secteur. Il y a des secteurs où les prix sont extrêmement fixés, sont fixés par des contrats à long terme qu'on ne peut pas réviser, etc. Et puis, il y a d'autres secteurs où l'entreprise est assez libre de monter ses prix. Ce qui peut inquiéter, c'est la fin de l'inhibition par rapport aux hausses de prix. Parce que moi, j'ai rencontré des chefs alors c'est plutôt de grandes entreprises, qui disent écoute, j'ai monté mes prix, personne s'en est rendu compte parce que donc tout le monde le faisait. Et si j'avais su, je les aurais montés plus. Donc si on a une complète désinhibition par rapport aux hausses de prix, on risque d'avoir plus d'inflation que ce qui est normal. Il faut un peu faire attention à ça. Voilà, mais vous avez raison, c'est un point extrêmement important. Il n'y a pas d'égalité devant la capacité à monter ses prix. Alors, autre point que j'aimerais approfondir avec vous, vous l'avez un peu titillé tout à l'heure, c'est la valorisation des actifs, en fait. La bourse, où va-t-on, Patrick? Bon, alors le marché des actions, là, a beaucoup hésité depuis un mois. On a quand même beaucoup d'allers-retours, beaucoup de nervosité. On a le marché qui chute et qui se reprend assez vite, et puis qui rechute et qui se reprend. Aux États-Unis, on a alors la tech américaine, c'est intéressant. D'ailleurs, je prends juste 30 secondes parce que vous avez là, c'est vraiment le point d'avant. Vous avez les boîtes de la tech en position dominante, comme Google, qui continue à aller très très bien. On doit dire Alphabet, d'ailleurs. Et vous avez les boîtes de la tech en situation concurrentielle, par exemple Netflix, qui vont pas bien. Donc là, on voit bien le pricing power. Facebook également. Mais si on revient sur l'Europe, je crois je reviens sur notre discussion d'avant sur les taux d'intérêt réels. À nouveau, il ne faut pas confondre les taux d'intérêt nominaux et les taux d'intérêt réels. On va rester dans un monde de taux d'intérêt réels très négatifs. Alors, quand vous parlez aux investisseurs, ça leur dit, et c'est vraiment les discussions qu'on a avec les assureurs, les grands asset managers, sortir des actifs comme l'immobilier, les actions, les infrastructures, le private equity, etc., et revenir en cash ou en obligation, ce n'est pas tenable. Vous revenez vous revenez en obligation et vous avez immédiatement des rendements réels négatifs. Donc vous pouvez le faire une semaine quand vous avez peur, mais ensuite vous réinvestissez parce que la position de sortie des actifs à rendement, elle n'est pas tenable. Donc je ne crois pas qu'il y aura dans cet environnement un problème durable. Sur l'immobilier, on voit que les prix ont même plutôt accéléré. Sur les actions, alors on a cette grande nervosité. Plus intéressant aussi, ce qui se passe sur le marché du crédit, donc des obligations d'entreprise, qui est un assez bon indicateur avancé de ce qui va se passer après sur le marché des marges bancaires. Le marché du crédit a beaucoup souffert. Avec pas mal d'investisseurs qui ont peur simplement, qui disent est-ce qu'on ne va pas avoir de nouveau une crise et ils vont se rassurer. Et de toute façon, à nouveau, revenir en obligation des États ou en obligation sûre, ce n'est pas tenable pour un investisseur. Il a besoin de rendement. Alors, il va aller chercher ce rendement dans des actifs illiquides, donc l'immobilier, les infrastructures, le private equity. Mais il a aussi besoin d'aller sur les actions, parce que c'est quand même le grand actif liquide qui donne du rendement. Donc, moi, je ne crois pas du tout qu'il y aura un problème durable avec le marché des actions. À nouveau, il ne faut pas... Alors,
il faut bien comprendre une bizarrerie. Alors on parle de bulle, mais ce n'est pas du tout une bulle. Oui. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus bas que les taux de croissance. Donc quand vous achetez une action, vous regardez la séquence des dividendes qu'elle va vous verser. Et ces dividendes, ils augmentent plus vite que le taux d'intérêt. Oui. Donc la valeur fondamentale d'une action, pour les mathématiciens de la salle, c'est plus l'infini. On ne sait plus calculer, on ne sait plus faire un calcul d'actuaire. Oui, je comprends. C'est pareil pour les logements. Les loyers augmentent plus vite que les taux d'intérêt. Et donc on est dans un monde qui est assez dangereux. Alors ça se voit bien sur le marché, le marché des acquisitions, par exemple. Les multiples d'EBITDA continuent de monter. Parce qu'il n'y a pas de limite, si vous voulez. Dans ce monde-là où les revenus augmentent plus vite que les taux d'intérêt, tout vaut légitimement très cher. Quoi, Donc tant qu'on reste dans cette configuration-là où les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas que les taux de croissance, on peut continuer à avoir des hausses de valorisation, mais qui ne sont pas des bulles, qui sont le reflet simplement de ce que... si vous voulez, dit autrement, le seul comportement rationnel, si vous avez, prenez le marché de l'immobilier résidentiel, en 2021, le rendement total de l'immobilier résidentiel, c'était à peu près 10%, quand vous ajoutez la hausse des prix et des loyers. Et on s'endettait à 1,20 à peu près pour acheter de l'immobilier. Le seul comportement rationnel, c'est de s'endetter autant qu'on peut pour acheter de l'immobilier. Évidemment, ça pousse les valeurs. Donc on est dans un monde très anormal. Puisque normalement, on ne sait pas calculer la bonne valeur d'un actif lorsque les taux d'intérêt deviennent inférieurs au taux de croissance. Alors, il y a une prime de risque qui se promène. Bon, aujourd'hui, même avec une prime de risque, donc on ne sait plus faire ce calcul. Alors, c'est très pratique parce que quand les banques d'affaires, par exemple, travaillent sur des acquisitions, on fait ce qu'on appelle du DCF. Je pense que tous vos clients font ça. Et alors, souvent, la banque d'affaires, elle dit, mais je fais le DCF. Mais ça ne va pas du tout parce que le flux de profit de la boîte, de la cible, la valeur actualisée de ce truc-là tend vers l'infini. Si je prolonge l'horizon, donc cette boîte, elle vaut l'infini. Donc à nouveau, on ne sait plus de faire de calcul actuariel. Alors, nos clients qui ont les pieds bien sur terre sont inquiets en fait de cette déconnexion que vous venez bien de décrire, de poursuite de la hausse des valorisations, complètement déconnectés en fait avec la rentabilité réelle. Je prends l'exemple des entreprises. On voit des LBO successifs à des valorisations toujours plus élevées qui n'arrivent plus à se rembourser sur les profits des entreprises. Et donc ça entraîne de la dette in fine qui se rembourse uniquement parce que on remet de la dette in fine encore plus importante à la prochaine opération. On est quand même un peu déconnecté de la réalité, non? Oui, mais c'est pas dangereux tout ça, Patrick? C'est mon point d'avance. C'est-à-dire, tant que les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas que les taux de croissance, c'est tenable. La rentabilité d'un actif va de moins en moins venir des revenus et de plus en plus venir de la plus-value sur la valeur en capital, sur la valeur de l'actif. C'est clair. Donc c'est pour ça que les taux de dividendes diminuent au fur et à mesure que les actions montent, que les rentabilités diminuent par rapport aux valeurs d'acquisition des entreprises, que le rendement des loyers diminue par rapport... Oui, mais ça, c'est la logique de cette économie où les taux d'intérêt sont plus bas que les taux de croissance. Donc, effectivement, une opération d'acquisition ne se rentabilise que par la revente. Elle ne se rentabilise pas par les profits que procure la cible. Et c'est pour ça que ce monde est dangereux. On peut d'ailleurs s'inquiéter de ce que les banques centrales, précisément, ne s'en inquiètent pas. Mais c'est un monde où c'est la plus-value en capital qui devient le mode normal de rémunération d'une opération. Et donc, si vous achetez pour garder les profits jusqu'à la fin des temps, votre taux... vous voyez, quand vous prenez... on parlait de l'immobilier tout à l'heure, 10% de total return, 7 des prix, 3 du loyer. Et donc, cette proportion du loyer dans le total return va continuer à baisser. Eh bien, tout cela est passionnant. Mais si vous voulez, il faut comprendre, si je peux donner encore 10 secondes, au contraire. Il y a totale différence entre le monde normal. Dans le monde normal, les taux d'intérêt sont plus élevés que les taux de croissance. Et là, on sait faire du calcul actuariel et on est rémunéré par les revenus et il n'y a pas de bulle. Et voilà. Et le monde où les taux d'intérêt sont plus bas que les taux de croissance, qui est ce monde bizarre qu'on vient de décrire. Pourquoi est-ce qu'on est passé dans le monde bizarre? Parce que dans le monde bizarre, comme les taux d'intérêt sont plus bas que les taux de croissance, les taux d'endettement diminuent tout seuls. Et donc les banques centrales privilégient finalement de favoriser l'endettement, mais en favorisant le désendettement, elles font monter énormément les valeurs d'actifs. Alors d'où le débat social, alors qu'il y a un débat politique qui s'installait sur les inégalités de patrimoine et sur les rentes. Si vous êtes
par hasard propriétaire d'un parc immobilier, vous vous enrichissez énormément sans avoir rien fait pour Mécaniquement. ça. Si Mécaniquement. vous héritez d'une entreprise, vous êtes très riche et ça. Et donc ça crée évidemment un problème. Mais vous voyez bien que comme les banques centrales surtout veulent éviter une crise de la dette, Ouais. elles vont accepter ce que ça fait sur les valorisations. C'est très clair. Alors, tout ça est passionnant. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur les émergents, parce qu'on a Oui. certains clients qui sont implantés au niveau géographique de manière large. Alors, je ne sais pas si je dois montrer des choses. Oui, alors, il y a deux choses à dire. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup. Alors, il y a le problème, on ne peut pas parler des émergents. Hein. Je vais juste peut-être rester sur cette slide-là, et puis je vous montrerai d'abord, il y a la Chine. Oui. Et là, il faut quand même se rendre compte qu'il y a une rupture considérable. La Chine devient un pays à croissance faible. Hein, et donc, il faut changer totalement nos habitudes de réflexion sur la Chine. Oui. Pourquoi la Chine devient un pays à croissance faible? Parce qu'il y a le vieillissement démographique. Vous savez qu'il y a une prévision de la Banque mondiale qui a fait tomber de leur chaise beaucoup de gens, c'est qu'en 2070, il y aurait plus d'Américains que de Chinois. Oui, C'est quand même un truc assez étonnant. Bon. Oui, tout à fait. Et donc le vieillissement démographique est en train de tuer la croissance. Il était très mal préparé, parce que les systèmes de retraite en Chine sont très sous-dimensionnés. Et même dans certains cas, les personnes prennent, j'ai des contacts des Chinois qui me disent je prends ma retraite. Et quand je suis allé voir ma caisse de retraite, ils m'ont dit que j'aurais pas de retraite. Et donc, du coup, les Chinois épargnent énormément et consomment peu parce qu'ils savent qu'ils auront un problème de retraite. L'investissement des entreprises recule depuis plusieurs années parce que les entreprises sont trop endettées. Puis il y a toute cette pression politique maintenant sur les entreprises pour qu'elles baissent leurs marges. Et puis, il y a la crise des promoteurs et de la construction. Donc la demande intérieure chinoise, elle est presque plate. La Chine ne croît que par les exportations. Et de toute façon, la plupart des économistes chinois nous disent que la croissance de long terme de la Chine va aller vers 2% par an. Alors c'est assez intéressant, ça peut intéresser peut-être les entreprises qui nous écoutent. Moi, je rencontre pas mal de dirigeants d'entreprises qui me disent « Aujourd'hui, on a le droit de ne pas aller en Chine. » Parce que si le marché intérieur augmente de 1 ou de 1,5% par an, ce n'est pas un énorme sacrifice de ne pas avoir accès au marché intérieur chinois. S'il augmente de 8% par an comme il y a 10 ans, je ne peux pas ne pas y aller. Donc aujourd'hui, on peut avoir une stratégie qui est de ne pas aller en Chine. Et moi, je pense qu'il faut faire extrêmement attention avant d'aller en Chine parce que le risque politique l'emporte peut-être sur la capacité de déboucher. Alors ensuite, il y a les autres émergents. Alors les autres émergents, il y a une grille de lecture qui est assez simple en fait. C'est qu'on n'aime pas, il faut être extrêmement prudent par rapport aux émergents qui ont des épargnes faibles. Parce qu'ils ont vraiment une configuration extrêmement dangereuse. C'est-à-dire que dès que ces pays ont de la croissance, donc ils investissent plus, et comme ils n'ont pas d'épargne, ils ont d'énormes déficits extérieurs, le taux de change se déprécie, comme le taux de change se déprécie, ils importent de l'inflation, les taux d'intérêt montent, et ça tue la croissance. Et alors, il y en a 4, alors je ne vais pas tout vous montrer, mais je vais regarder peut-être les déficits extérieurs qui sont dans ce cycle-là. Donc vous avez par exemple le Brésil. Alors le Brésil ne fait disparaître son déficit extérieur que quand il est en crise, en gros. Hein, et dès que ça va bien, vous avez évidemment la Turquie. Et alors, la Turquie est aujourd'hui en récession, donc elle n'a plus de déficit extérieur. Mais dès qu'elle est en croissance, et puis vous avez l'Afrique du Sud et l'Inde. Hein. L'Afrique du Sud, alors c'est en train de se corriger grâce à la hausse des prix des matières premières. Hein. Et ces pays sont assez dangereux parce que l'ajustement, en fait, à la fin, il se fait par le taux de change. Hein. Regardez le taux de change. Alors la Turquie, c'est très impressionnant, mais vous voyez, tous les autres, quand ça monte sur une dépréciation, c'est d'énormes dépréciations des taux de change. Vous voyez, regardez par exemple, vous voyez, l'Inde, la roupie indienne, vous voyez, en fait, c'est une ligne qui se déprécie, ou le rand sud-africain, etc. Donc ce sont des pays où si vous y allez pour travailler, il faut faire très attention qu'il y a un énorme risque de change. Hein, c'est des pays dont la tendance... Alors il y a les cycles qui correspondent aux cycles de croissance dont on parlait, mais la tendance de ces pays, c'est une dépréciation du change en tendance. Donc, et donc même pour des usines, il y a du risque de change. Quoi. Sauf si on arrive à avoir des contrats en dollars, etc. Mais si vous êtes en monnaie locale, c'est quand même assez dangereux. Quoi. Donc il faut faire extrêmement attention au change de ces pays qui n'ont pas beaucoup d'épargne. D'accord. Oui, c'est important parce qu'on a effectivement beaucoup de clients qui investissent dans ces... Oui, alors le Brésil ou l'Inde, évidemment, c'est très attrayant en termes de perspective de croissance, mais il faut sans doute regarder le risque sur la devise, qui doit être un élément de la décision. Alors évidemment, il y a des gens qui vont au Brésil avec des marchés entièrement en dollars. Dans les infrastructures, par exemple. Donc là, si les marchés sont en dollars, il n'y a pas de sujet. Mais sur les marchés en monnaie locale, il faut faire quand même extrêmement attention. C'est clair. Donc ce sont ces pays-là que vous nous conseillez de surveiller particulièrement? Oui, et du coup, on aime bien les autres. La plupart des pays d'Asie du Sud-Est, par exemple, ne sont pas du tout dans ce problème. D'accord. D'accord.
Merci pour cet éclairage plus large. Alors, j'étais en train de regarder les questions qui nous arrivent. Alors, une première sur la hausse des taux nominaux. Est-ce qu'elle va se faire de manière égalitaire ou est-ce qu'on ne risque pas d'avoir la hausse des marges, une différence des marges bancaires en fonction du risque de crédit en fait, des acteurs économiques, comme on a pu connaître par le passé en période d'augmentation des taux? Bon, c'est peut-être une question pour vous aussi, mais réponse d'économiste, ce qui souffre en ce moment, c'est le high yield, beaucoup plus que l'investment grade. Oui. Donc on voit bien que ce qui est pénalisé, c'est le risque en fait. Non, on a chez Natixis, nous construisons un indicateur de perception du risque par les investisseurs. Oui. Ils vendent 0 et 100. 100, c'est quand c'est horrible, c'est pleine crise, et 0, c'est l'optimisme complet. On est à 85. D'accord. Et donc à ces niveaux de risque-là, alors ce n'est pas les marges bancaires, mais les spreads du high yield se sont énormément ouverts, et à nouveau de façon injustifiable, parce que les taux de défaut du high yield sont passés en dessous de 2%. Donc la réponse est oui, on est dans un monde d'aversion au risque, et donc plus un emprunteur a un rating faible, plus ses marges vont s'ouvrir. Alors cela étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de justification fondamentale à ce mouvement. C'est un mouvement d'aversion au risque. C'est même parfois un peu de panique. Vous rencontrez des investisseurs qui disent « moi je jette les entreprises à risque, je suis en train de me débarrasser de mon high yield, et pourquoi tu fais ça ?» Ah ben parce que ça va mal, quoi. Donc, parfois c'est juste un réflexe de peur, ou bien c'est de la gestion du risque, c'est de la LM, enfin, mais il n'y a pas de raison fondamentale pour être inquiet. Simplement on voit bien, on est dans un moment avec beaucoup d'incertitudes, et l'incertitude elle pénalise davantage les classes d'actifs les plus risquées, quoi. Là vous répondez vraiment à une interrogation parce que nos clients le sentent en fait, que en fonction de leur situation financière, l'écart se creuse en termes de marge. Oui, on est dans une réaction qui est liée au rating, quoi. Ça c'est très clair. Bon, c'est très traditionnel, mais à nouveau, ce n'est pas dû à une cause fondamentale. Ces entreprises vont bien, quoi. Les entreprises du high yield vont bien. Les taux de défaut continuent à diminuer. Et donc, c'est dû simplement à ce que les grands investisseurs réduisent leur exposition. Et c'est de la gestion du risque, en fait, qu'on a. C'est pas du tout une question fondamentale, c'est juste de la gestion du risque. Des gros mouvements de balancier, en fait, globaux des acteurs du marché qui vont, qui viennent. Il faut comprendre qu'un assureur européen a acheté énormément de dettes, alors c'est aussi des crédits, a acheté énormément de dettes d'entreprises à yield, disons, pour avoir du rendement. Bien sûr. Et simplement, il a accepté la prise de risque supplémentaire. Et quand les choses se dégradent, il va réduire son exposition au risque, et donc ils vont d'abord vendre ça. Donc le mouvement qu'on observe sur les marchés normaux, à nouveau, comme il n'a pas de cause fondamentale, il va aussi. Moi, je pense que les spreads des entreprises les plus fragiles vont se resserrer à nouveau. C'est comme pour les taux longs, on est allé trop loin, quoi. La correction est trop forte, elle est trop brutale. Voilà. Et Christine Lagarde ne va pas se transformer en Paul Volcker. Heureusement. Alors, autre question liée à la transition énergétique. Est-ce qu'on va avoir des bonus et des malus en termes de coûts financiers en fonction du caractère plus ou moins vertueux de nos clients par rapport aux émissions de CO2 ? Je crois que la BCE a quelque chose dans ses tiroirs pour fin 2023. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors si on regarde les clients entreprises, puisque ça vaut aussi pour les États, il y a deux sujets. Il y a le sujet évidemment de la taxonomie verte. Voilà. Donc tous ceux qui peuvent émettre en étant catégorisés comme verts vont bénéficier de ce qu'on appelle le greenium, qui est tout petit en ce moment, il est de 5-6 points de base, mais il y a une prime. Donc le bonus. Il y a une prime sur des green loans. On emprunte moins cher quand on est vertueux. Voilà, quand on est dans la taxonomie de la BCE, enfin de la commission qui va devenir la taxonomie de la BCE. Oui. Le greenium, cette prime, elle va augmenter parce que vous le disiez, la BCE va adopter la taxonomie de la Commission et elle va accepter plus facilement dans les opérations de repo les dettes vertes. En fait, techniquement, elle acceptera un collatéral plus favorable sur de la dette verte que sur de la dette pas verte. Donc ça, c'est pour le vert. Le vert, c'est photographique.
Une créance, elle est verte ou pas verte, suivant. Après, il y a toute une finance, comme vous savez, qui se développe, qui est la finance de transition, où là, on n'est plus sur une taxonomie globale, on est sur l'analyse d'indicateurs qui sont spécifiques, soit à l'obligation, soit au crédit, qu'on appelle des KPI. J'imagine que plein de vos clients ont déjà fait ça. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas de règle globale. Donc cette ligne obligataire ou ce crédit, il était basé sur quelques indicateurs, en moyenne 3, qui sont dans le domaine de l'environnement, dans le domaine social et qui vont être suivis. Alors là, il y a une autre question qui est posée, c'est si l'entreprise respecte effectivement ses engagements, alors ça peut être des émissions de CO2, mais ça peut être des trucs très différents, ça peut être l'inégalité de salaire homme-femme, ça peut être des trucs... il ne se passe rien, mais si elle ne les respecte pas, elle va payer un peu plus cher. Et si elle paye un peu plus cher, il y a une question qui sort souvent dans les discussions avec les entreprises, c'est qui prend la prime. Alors, c'est évidemment pas le banquier, parce que ce serait immoral. Et donc, en général, il y a des montages assez compliqués où si l'entreprise ne respecte pas ses KPI et paye un peu plus cher, on va par exemple donner l'argent à des ONG. Ou bien l'entreprise va s'engager à l'utiliser pour améliorer ses émissions de CO2. Vous voyez. Donc, il y a un vrai sujet sur... le malus éventuel, parce qu'il n'y a pas de bonus en général, c'est le malus éventuel, qui le prend et pour faire quoi, voilà. Donc vous avez vraiment deux sujets, le sujet je suis vert ou je suis pas vert. Donc la tendance, c'est évidemment avec l'arrivée de la BCE, l'ouverture du greenium, et puis il y a le sujet transition et ce débat sur qui va récupérer le malus s'il y en a un. Alors ça, c'est un sujet qui nous tient à cœur à la Caisse d'épargne Île-de-France, c'est ce qu'on appelle les prêts à impact, par lesquels justement, quand nos clients respectent les indicateurs ESG, eh bien, ça leur permet d'avoir des taux d'intérêt bonifiés. Et puis, on se trouve utile pour notre région parce que globalement, c'est bon pour l'économie locale. Mais je voudrais revenir également sur ce qui va se passer fin 2023 au niveau de la BCE pour ceux qui sont les acteurs en fait qui sont vraiment polluants ou non vertueux sur le plan ESG. J'ai entendu dire, Patrick, que nous autres banques allions avoir des contraintes plus importantes en matière de fonds propres, ce qui va pour nous renchérir le coût du crédit. Et donc, est-ce que ça risque pas alors c'est fait intelligemment parce que ça ne va pas être sur la base simplement c'est qu'on estime, à juste titre, et l'EBA, le régulateur bancaire européen, et la BCE estiment que ces entreprises ont des risques cachés, qui ne sont pas uniquement des risques financiers, qui sont des risques extra-financiers. Tout ça va se passer en même temps que l'apparition de la comptabilité extra-financière normalisée, qui va arriver assez vite, en tout cas sur l'environnement, sur le E. Et donc, on considère qu'une entreprise, appelons ça brune, qui n'est pas verte, en réalité, ce n'est pas une pénalisation morale. Ce n'est pas un truc moral, c'est de dire cette entreprise, elle subit des risques. Elle peut faire l'objet d'actions juridiques. Elle peut avoir des problèmes elle-même d'environnement, elle peut perdre ses clients, elle peut être en difficulté pour trouver des investisseurs qui veulent bien la financer. Donc elle est de facto, à nouveau, ce n'est pas du tout un jugement moral sur cette entreprise. Elle est en réalité, de fait, plus risquée qu'une entreprise verte. Et donc, évidemment, pour les banques, d'abord, il y aura une obligation de reporting, qu'on soit capable de dire aux régulateurs à qui nous prêtons et quel est le degré de plus ou moins vert des gens à qui nous prêtons, ce que dans le groupe BPCE, nous faisons déjà de toute façon depuis longtemps. Et par ailleurs, évidemment, la consommation de capital. Mais voyez, il faut comprendre que ce n'est pas du tout, c'est pas une pénalisation, on dit c'est des méchants. C'est vraiment lié au risque, objectivement, pour les banquiers, c'est une créance plus risquée que pour une entreprise verte. Je pense qu'il y aura massivement des class actions, par exemple, sur un certain nombre d'entreprises. Donc, il y a un risque juridique. Et ce n'est pas seulement l'environnement. On peut penser du sucre, par exemple. Il y a plein d'autres sujets. Et donc, ce risque, il faut que nous en tenions compte. Et on en tiendra compte par le fait qu'il y aura plus de fonds propres. Alors, on peut le faire nous-mêmes, ce qu'on fait déjà sur l'environnement, où ça peut venir de la réglementation des banques. Et donc, comme il y aura plus de fonds propres, ces créances seront plus chères aussi. Mais vous voyez, je crois qu'il faut vraiment passer le message que ce n'est pas
pas Père Fouettard, quoi. Oui, je comprends. C'est vraiment des risques objectifs supplémentaires. Objectif. Bien, écoutez, vraiment un grand merci, Patrick, pour cette richesse, en fait, cet éclairage pour nos clients. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que tous les collaborateurs de notre banque sont à vos côtés pour réfléchir avec vous à ces stratégies de couverture de change de taux, couverture inflation, stratégie d'endettement dans ce contexte qui, on l'a vu, au niveau macro en fait est très clair, mais qui peut générer des disparités fortes en fonction de vos propres situations. Donc on est vraiment à vos côtés pour approfondir ces sujets et c'est pas fini. Pourquoi ? Parce que on va continuer ce cycle de conférences avec les prochaines vont être sur le thème de Caisse d'épargne Île-de-France, banquier de la relance. C'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur et avec trois événements. Le premier sur comment accompagner par des instruments de haut de bilan la relance. Le deuxième conférence, ça sera sur comment accompagner la relance à l'international. Donc là, on a vraiment un sujet passionnant. Et puis, le troisième, qui, vous l'avez compris, est important pour nous, en fait, c'est comment accompagner la transition énergétique et le développement durable. Donc, merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour ce cycle de conférences à venir. Bonne journée.